La légende du porte au loin. Abdel, passe-moi le tournevis, s'il te plaît, demanda Thomas. Abdel déroula en grand sa petite sacoche à outils. Un plat ? Non, le cruci. Thomas était en train de démonter un vieil ordinateur des années 2020. Lui et Abdel étaient des nostalgiques. Ils récupéraient tout ce qui pouvait encore fonctionner sur de vieilles machines, de vieux ordinateurs. Processeur, carte graphique, carte mémoire, disque dur, nappe électronique, ventilateur, carte mère. Puis avec ces composants, ils remontaient des ordinateurs fonctionnels et les revendaient. La demande était grande. Il faut dire qu'avec l'exploitation des minerais trouvés sur la Lune, puis sur Mars, l'évolution technologique en informatique avait fait un bond prodigieux. Les prix aussi. Ceux-ci avaient atteint des sommets galactiques. L'achat d'un ordinateur valait celui d'une voiture. On achetait un ordinateur pour toute une vie, voire pour plusieurs générations. Les batteries nucléaires avaient augmenté la durée des appareils de manière prodigieuse. Il n'était pas rare de voir des gens prendre un crédit juste pour s'acheter une barrette de mémoire. Posséder un ordinateur dernière génération ou upgradé avec un nouveau composant était signe de richesse et de position sociale. Tout comme les voitures de luxe, avant la guerre. Mais beaucoup n'avaient pas les moyens et se tournaient vers des ordinateurs recomposés. Contrairement aux nouveaux ordinateurs, les recomposés étaient souvent sujets à des problèmes d'incompatibilité entre les composants. Il fallait une sacrée expérience et du talent pour remonter un ordinateur recomposé en état de marche. Du haut de leurs 17 ans, Abdel et Thomas faisaient partie des rares experts dans le domaine. Il existait d'autres très bons recomposeurs, comme on les appelait, des plus jeunes encore et des plus vieux aussi. Mais leur petite équipe jouissait d'une très bonne réputation, avec plus de 90% de recomposés vendus fonctionnels. Les mecs, il y a une nouvelle équipe qui se monte pour le porte au loin. Rick, t'es encore sur ces conneries ? Le rabroua Thomas. Rick était le troisième larron du groupe. Si Thomas et Abdel étaient des experts dans les composants électroniques, Rick était un expert dans l'utilisation des programmes, de la mise en marche des ordinateurs et, en règle générale, de tout ce qui avait attrait à Internet et la cybersécurité ou cyberattaque. Rick leur permettait de brouiller leurs traces, de donner des rendez-vous sûrs et de se protéger de la concurrence. Il faut dire que leur renommée appâtait nombre de petits malfrats et d'envieux. Mais Rick veillait au grain. Il était passionné par le monde du cyber et tout ce qui y avait attrait. La légende du porte au loin avait émergé de cet univers, et pour lui, la légende du porte au loin n'était pas qu'une légende. « Ce sont pas des conneries !» répondit Rick blessé. « Le porte au loin existe. J'en suis persuadé. » Rick connaissait absolument tout sur le porte au loin. Tout commença quand la société Pineapple, dans les années 2020, créa un casque de réalité virtuelle doté d'une application révolutionnaire. Celle-ci permettait de lier un élément virtuel à un objet réel. Le porteur du casque pouvait effectivement, en activant le mode environnement, voir ce qui l'entourait à travers le casque. Il pouvait alors sélectionner un objet réel, livre, lampe, tableau, bureau, et lui assigner un point virtuel. Une fois que c'était fait, l'objet sélectionné pouvait contenir ce que l'on voulait. Photos, vidéos, programmes, etc. C'était en fait une sorte d'espace de stockage, privé et sécurisé. Pour accéder à l'élément stocké ainsi, il fallait donc être équipé du casque virtuel qui avait servi au stockage et savoir quel objet réel avait servi de point virtuel. Car, bien qu'il y ait la possibilité d'entourer d'une aura lumineuse l'objet réel à travers le casque, beaucoup ne le faisaient pas, sécurisant ainsi leurs données. L'objet réel pouvait être déplacé, le point virtuel y restait associé. Mais s'il venait à être détruit, ce qu'il contenait virtuellement l'était aussi. C'est d'ailleurs pour cela qu'il n'était pas conseillé de créer un point virtuel sur une plante, ou tout autre être vivant, chat, chien, être humain. Bien que cette application fût saluée par les différentes critiques, le fait de pouvoir perdre ses données si l'objet était cassé ou volé même, fit que l'application ne fut pas reconduite dans les versions ultérieures du casque de Pineapple. Il n'y avait eu que très peu d'exemplaires vendus finalement. Et bientôt, on en oublia presque que cette application avait existé. Jusqu'à ce que 25 ans plus tard, en 2045, après la guerre de l'appropriation, une étrange légende urbaine la fasse renaître de ses cendres. Cette légende racontait qu'un homme qui possédait l'un de ces casques
avait, à l'époque, réussi à créer tout un monde virtuel et qu'il l'avait lié à un objet de sa maison. Il se racontait qu'au cœur de ce monde virtuel, l'homme aurait caché quelque chose de précieux. Personne ne savait ce que c'était. Les suppositions étaient allées bon train, et comme à chaque fois dans ce genre de situation, certaines prirent plus d'ampleur que d'autres, et devinrent des croyances, alors que personne ne savait réellement si ce casque, l'homme, sa maison et ce soi-disant monde virtuel existaient pour de vrai. Parmi les croyances autour de ce soi-disant trésor caché, il y avait celle d'un testament qui aurait légué à la personne qui le trouvait une fortune supérieure au PIB du pays le plus riche. D'autres, qu'il contenait la preuve que Dieu existait. Fait incontestable pour tant de croyants, mais dont la preuve irréfutable n'avait jamais été démontrée. D'autres encore, que ce monde virtuel était en fait un véritable monde, situé à des années-lumière de la Terre, et que cet objet était en fait une sorte de porte au loin galactique. Cette référence à Harry Potter, monument de la littérature étudié dans toutes les écoles terriennes, et bientôt lunaires et martiennes, donna son nom à la légende urbaine. La légende du porte au loin. Rick, on est en 2075. Ça fait 30 ans que la légende du porte au loin est apparue. De nulle part. 30 ans que des gens dépensent des fortunes pour trouver la moindre information sur ce casque, et sur celui qui l'aurait possédé. En 30 ans, personne n'a rien trouvé. C'est une chimère ton porte au loin. Un attrape-nigo, qui n'a servi qu'à détourner l'attention des gens après la guerre. Thomas tenait cela de son père. Et il n'avait pas complètement tort. La guerre de l'appropriation qui opposa l'Europe, l'Afrique du Nord et les Amériques, contre l'Asie, la Russie, les États islamiques et une partie de l'Afrique équatoriale, détruisit bon nombre de villes et de vies. Tout cela parce que les puissants de ce monde n'avaient pas réussi à se mettre d'accord sur le partage de la Lune pour son exploitation. Ne sachant s'accorder entre eux, par excès d'orgueil et de fierté mal placée, ils avaient défiguré le monde, eux, bien au chaud, confortablement en sécurité tandis que le peuple était sous les bombes et les radiations nucléaires. Oui, ils en étaient arrivés à cet excès. Après la guerre, il avait fallu reconstruire des villes entières, et les gens avaient eu besoin d'un échappatoire à l'horreur qu'ils avaient tous vécue et à la rudesse de la vie à venir. Cette légende du porte au loin avait fait office d'échappatoire. Le monde entier s'était pris d'enthousiasme pour cette légende. Ceux qui avaient fait fortune pendant la guerre, ou qui avaient su la préserver, montèrent des équipes pour partir à la recherche du porte au loin. Fait volontaire ou pas, cela permit de passer pratiquement sous silence l'accord entre les deux parties belligérantes. La guerre n'avait fait ni vainqueur, ni vaincu. Et au final, ils s'accordèrent, entre eux, pour se partager équitablement la Lune et bientôt Mars. Comme s'ils n'avaient pas pu le faire avant. Mais l'engouement pour le porte au loin, cet énième opium du peuple, fit que l'accord passa comme une lettre à la poste. C'est pas parce que ça a permis de détourner l'attention que le porte au loin n'existe pas pour autant. Rick n'en démordait pas. L'application de Pineapple a réellement existé. C'est le seul point sur lequel on est d'accord, dit Abdel. Tu y crois, c'est ton droit. Tant que tu ne nous embarques pas dans cette quête chimérique. Moi, ça me dérange pas, la croyance, c'est une affaire personnelle. Bon, en attendant, cherche-nous plutôt un autre site de prélèvement. On vient de recevoir une grosse commande, et il va nous falloir du matos. Si on arrive à fournir tous les recomposés qu'on nous demande, oh les mecs, on va se faire un paquet de fric. Thomas et Abdel vivaient dans le même lotissement, les quartiers pauvres de Lunar City, dans le parc national des Cévennes. Lunar City avait été construite à la suite de l'accord d'après-guerre, comme des dizaines d'autres à travers le monde, dans l'axe de la Lune. C'étaient 5 larges terrasses de plusieurs kilomètres carrés, supportées par des pylônes profondément ancrés dans le sol. Ces terrasses montaient par paliers successifs, comme une pyramide maya, jusqu'à une dernière terrasse qui s'élevait à environ 600 mètres au-dessus du sol. Entre chacune de ces terrasses, de larges espaces vides permettant au soleil, au vent et à la pluie d'atteindre la végétation et les quartiers pauvres tout en bas. Du sol, et entre chaque terrasse, des centaines de passerelles et élévateurs charriaient les habitants et les marchandises. La dernière terrasse était en fait un ascenseur qui permettait de rejoindre une plateforme située dans la mésosphère. Celle-ci était reliée par un grappin laser
directement à la Lune et suivaient son mouvement autour de la Terre. Quand la plateforme arrimée à la Lune passait au-dessus de chacune des villes de par le monde, c'était le moment de monter du matériel et des marchandises, et de recevoir les précieux minerais lunaires. C'était aussi le moment où les équipes travaillant sur la Lune et celles se reposant sur Terre échangeaient leur place. Rick habitait sur la deuxième terrasse. Ses parents avaient une bonne situation, et il faisait partie de la classe moyenne haute. Mais leur travail leur prenait tout leur temps. Et Rick était laissé à lui-même. Tout comme Abdel et Thomas finalement, dont les parents travaillaient sur la Lune et ne redescendaient sur Terre que toutes les 2 semaines. Ils ne restaient en bas que 3 jours, avant de remonter travailler de nouveau sur la Lune, pour 2 semaines, et ainsi de suite. Les 3 garçons s'étaient connus sur les bancs du collège, situés sur la première terrasse, la plus proche du sol. Cette terrasse comprenait tous les services administratifs, ainsi qu'un centre commercial gigantesque. Les 3 terrasses au-dessus étaient purement résidentielles, et plus on habitait haut, plus on avait d'argent et d'influence. Guerre après guerre, rien ne changeait dans ce domaine-là. Thomas, Abdel et Rick s'étaient vite entendus, ayant la même passion informatique. À 16 ans, Thomas et Abdel, après avoir obtenu leur brevet des collèges, décidèrent de se consacrer à leur petit business de recomposeur, qui marchait déjà bien. De toute façon, si un jour ils devaient travailler sur la Lune, ce seul diplôme leur permettrait de travailler à la mine, comme leurs parents. Rick, quant à lui, continuait les études, même s'il se permettait de sécher certains cours pour passer du temps avec ses amis. C'était une tronche, un intello de première. Il aurait son diplôme d'accès aux grandes écoles, le AGE, sans même avoir besoin d'ouvrir un seul livre. Suivant la demande de Thomas, il farfouilla sur le net et, s'aidant d'une vue satellitaire de la France, il dénicha un ancien bâtiment administratif qui devait contenir encore plein de vieux ordinateurs. « Où est-ce qu'il se trouve, tu dis » demanda Abdel. « Dans la zone contaminée de Montélimar. »« Eh, c'est à 2 jours de marche !»« Oui, mais avec nos buggy, on devrait pouvoir y être en 5 heures. Par contre, on va devoir éviter les répudiés, hein. J'ai pas envie de me battre, de me faire voler ou encore moins de risquer nos vies, » déclara Thomas. « Ouais, et c'est sans compter les crocodiles, » ajouta Rick. « Je vois qu'il y avait une ferme de crocodiles à vendre dans les parages de Montélimar. Pendant la guerre, ils se sont tous échappés et ont élu domicile dans les marais et près des berges du Rhône, a priori. Une expédition risquée, en somme. Mais on n'a pas le choix. On a épuisé toutes les ressources à proximité. Il nous faut aller plus loin pour trouver du matos. Sans oublier qu'on n'est pas les seuls à rechercher les pièces pour recomposer. »« Tu crois que les nébuleux sont sur le coup ?» demanda anxieux Abdel. « À mon avis, ça fait aucun doute. Toutes les demandes sont ouvertes. C'est à ceux qui iront le plus vite à apporter les recomposés demandés. » Si le site le plus près maintenant c'est Montélimar, il est fort à parier qu'on ne sera pas les seuls à s'y rendre. Et ces satanés nébuleux seront forcément de la partie. La poisse maugréa Abdel. Les 3 amis s'étaient bricolés 2 buggy pour leurs excursions. Un petit à 2 places, rapide, mobile, léger, et un autre équipé d'un coffre pour embarquer tout le matos qu'ils trouvaient. Ils avaient prévu de partir de bonne heure le lendemain matin. En attendant, ils faisaient quelques emplettes à la première terrasse pour préparer leur voyage. Des chips, des sodas et des bonbons. Le repas des champions. Ils ne remarquèrent pas que l'un des membres du clan des nébuleux les suivait. Le clan des nébuleux était un ramassis de mauvaises graines. Voleurs, menteurs, tricheurs, et parfois même tueurs. Ils ne prenaient que très rarement la peine de chercher des composants. Ils préféraient les voler aux autres. Nos 3 amis en avaient déjà fait les frais. Et malheureusement, ils ne se doutaient pas que les nébuleux les avaient pris une nouvelle fois pour cible. Le lendemain, ils roulèrent pendant 3 heures, et en fin de matinée, ils s'arrêtèrent là où commençait la descente vers la vallée du Rhône. Ils observaient en contrebas le seul pont de la région encore intact, qui traversait le fleuve. À chaque extrémité du pont, il y avait des échoppes, des marchands ambulants, toute une faune qu'ils souhaitaient éviter. Car tous ces gens-là étaient des répudiés. Hommes ou femmes qui s'étaient vus retirer le droit de vivre dans la sécurité de Lunar City. Voleurs, meurtriers, contrebandiers hors la loi. Mais aussi ceux qui avaient été jugés inutiles à la société, sans travail. Ils avaient été expulsés de la ville. Et enfin, il y avait celles et ceux qui, par choix,
par conviction et opposition au système, avaient décidé de vivre ailleurs et autrement. Certaines de ces personnes avaient créé une société autour d'une volonté commune. Vivre différemment, en respectant tout à chacun. Ces sociétés prônaient la paix et l'entraide. Parmi celles et ceux qui vivaient en dehors de Lunar City, il n'y avait pas que des mauvaises personnes. Mais, bien que leur camp soit ouvert à tous, ils devaient néanmoins rester sur leur garde et s'armer pour se protéger du monde hostile tout autour. C'était toutefois une bouffée d'espérance. En dehors de Lunar City et de ses camps de paix, c'était la jungle, la loi du plus fort ou du plus rusé. Les trois amis devaient faire profil bas et choisir un autre itinéraire que le pont. « Il va falloir qu'on construise un radeau », déclara Thomas. « J'aime pas ça », dit Rick. « On n'a pas le choix, ou alors on fait demi-tour. Hein. Moi, je me ferai pas répudier. Y a pas un autre pont ?»« Si, au nord, vers Valence. Mais ce serait trop long, et puis, j'ai entendu dire que 3 factions se disputaient les ruines, et que les petits jeunes comme nous leur servaient de plat de résistance. »« Ils sont cannibales ?» sorrifia Abdel. « C'est pas impossible, mais... avant ça... » grimaça Rick sans terminer sa phrase. « Quoi ?» voulut savoir Abdel. « Ce que veut dire Rick, c'est qu'avant de te bouffer, il s'en prendrait à ton cul. » Ok, bon va pour le radeau alors, hein. Je pense qu'il faut qu'on remonte en amont, sans se faire voir. C'est vers l'ancienne centrale nucléaire ? Oui, justement, comme ça on aura moins de risques de rencontrer du monde. Ouais, c'est ça, on va juste finir contaminé, on va choper plein de cancers, ouais, super ! Dit alarmiste Abdel. Pas si on prend ça, dit Thomas en sortant des cachets d'iode stables. Ah, tu penses à tout, mec. Ah, bravo. Toutefois, ça ne protège que la thyroïde. Modéra Rick. Mais c'est la meilleure idée, me semble. Et puis, depuis le temps, le taux de radiation à l'UEC aussi. Tenta de les rassurer Thomas. Ils descendirent la pente à travers les bois en direction du Rhône, bien en amont du pont. Le seul risque était de tomber sur des mutants. Mais ils atteignirent la rive ouest sans encombre. Quasiment personne ne s'aventurait aux abords de l'ancienne centrale nucléaire. Ils trouvèrent sur la rive et un peu plus haut dans la forêt des amoncellements de bois charriés par les crues pendant la saison des pluies. Thomas faillit perdre un doigt en soulevant une grosse branche. Un crabe bleu, équipé d'une pince aussi grosse que son corps, la fit claquer à quelques centimètres de sa main. Il balança son pied et envoya valnoguer le crustacé contre le tronc d'un arbre. Le crabe se remit sur ses pattes, dont une était maintenant branlante, et clopina de travers en direction de l'eau pour y trouver refuge. S'ils n'étaient pas viciés par les radiations, j'en aurais bien ramassé quelques-uns. Il paraît que c'était un plat succulent avant. La couleur bleue de leur carapace reflétait leur dangerosité. Les rares inconscients qui avaient voulu en manger tout de même étaient morts dans d'atroces souffrances intestinales. Ils réussirent à assembler assez de bois pour faire un radeau suffisamment grand pour transporter un buggy. Thomas et Rick traversèrent avec le plus petit. Bien qu'ils s'étaient confectionné des pagaies, ils n'avaient pu résister au courant et avaient accosté 200 mètres un peu plus au sud sur la rive opposée. Thomas dut remonter à pied en traînant le radeau plus en amont. Il traversa dans l'autre sens et réussit à rejoindre Abdel, et ensemble ils traversèrent avec l'autre buggy. Alors qu'ils étaient au milieu du Rhône et qu'ils pagayaient avec force, ils virent des sortes de troncs d'arbres dériver dans leur direction. Rick, sur l'autre rive, leur faisait de grands signes. « Qu'est-ce qui lui arrive ?» demanda Abdel en plissant les yeux en direction de Rick. Celui-ci faisait de grands gestes et mimait avec ses bras et ses doigts des mâchoires qui s'ouvrent et se ferment. Soudain, Abdel comprit. « Des crocodiles !» Les troncs d'arbres qui entouraient leur radeau étaient au nombre de 4 et arboraient chacun une paire d'yeux qui ne les lâchaient pas. « Ils nous encerclent !» L'un des crocodiles percuta le radeau. « Ils essaient de nous faire chavirer !» hurla Thomas. La rive n'était plus qu'à 100 mètres. Abdel et Thomas ramaient avec prudence. L'un des crocos chercha à s'emparer de la rame de Thomas. Celui-ci la retira juste à temps et en profita pour asséner un grand coup sur la tête de l'animal préhistorique, qui s'éloigna un peu avant de revenir à la charge.
crois qu'il a pas aimé ça ?» grinça Abdel, pas rassuré du tout. Soudain, un autre croco essaya de monter par l'avant du radeau. L'embarcation tangua dangereusement. Abdel s'unit à Thomas pour le repousser. Comme ils ne ramaient plus, le courant les entraînait vers le pont des répudiés qui se dessinait au loin. Ils reprirent le radeau en main. Il fallait qu'ils se rapprochent le plus vite possible de la rive est. Ils n'en étaient plus très loin. Mais les crocodiles ne les lâchaient pas. « Thomas, il y en a un autre qui essaye de monter !» C'est alors qu'une fusée de détresse fila dans leur direction et atteignit le croco qui prenait appui sur le radeau. La bête se repoussa à l'eau. Le radeau ballotta et Abdel manqua de tomber. Mais heureusement, Thomas le rattrapa in extremis. Rick se tenait debout, la tête et les bras en dehors de son buggy. Il tenait à la main le pistolet de détresse encore fumant, avec lequel il venait de tirer. Bien sûr, cela n'était pas passé inaperçu. Les recomposeurs du clan nébuleux, qui traversaient à ce moment-là le pont, virent la fusée de détresse et en déduisirent qu'il devait s'agir de Thomas et sa clique. Ils avaient perdu leurs traces dans la descente, mais maintenant, ils savaient où ils se trouvaient. Abdel monta dans le buggy alors qu'ils allaient toucher la rive. Thomas s'accrocha à une tubulure du véhicule. 2 crocodiles prenaient pied sur la rive en même temps que le radeau. Un troisième grimpa par l'arrière de l'embarcation. Celle-ci se souleva. Ils allaient se retourner. Abdel mit les gaz et le buggy décolla du radeau, s'éleva dans les airs et retomba sur la terre ferme. Rick tira une deuxième fumée en plein dans la gueule d'un des reptiles qui fonçait vers eux. Abdel s'arrêta une demi-seconde au niveau de Rick. Thomas monta dans le petit buggy et Rick accéléra à la suite d'Abdel. Les 3 garçons s'éloignèrent du Rhône et finirent par arriver sur l'ancienne autoroute A7. Elle n'était plus praticable. Des portions entières étaient éventrées. Des carcasses de véhicules rouillés jalonnaient ce ruban d'asphalte qui, autrefois, charriait les vacanciers en été vers le sud. Nice, Cannes, Saint-Tropez, Marseille, le Cap d'Agde, Sète, Gruissan, Perpignan. Combien de ces villes avaient été détruites pendant la guerre? Combien d'âmes en peine y erraient maintenant? Ils réussirent à se frayer un passage jusqu'aux portes de Montélimar. Quand derrière eux, ils entendirent le vrombissement d'autres véhicules. Les nébuleux les avaient repérés, et ils filaient vers eux à grande vitesse. « Les nébuleux !» hurla Thomas. « S'ils nous rattrapent, ils vont nous dépouiller !» frémit Rick. Ils slalomaient entre les carcasses des véhicules, s'engagèrent sur le parking d'un ancien supermarché, traversèrent une route, dérapèrent sur un autre parking, passèrent entre un McDo carbonisé dont seule l'enseigne avec un grand M jaune était encore visible, et un ancien magasin dont la vitrine était barricadée. Des répudiés devaient y avoir élu domicile. L'un de leurs poursuivants dérapa trop fort à leur poursuite et s'envola dans une chute de tonneaux. « À droite !» ordonna Thomas. Rick obéit. Derrière, Abdel suivait. Ils passèrent à travers une palissade, faite de briques et de brocs. Des choses s'écroulèrent après leur passage. Ils continuèrent dans une petite ruelle, contournèrent un bâtiment, passèrent au-dessus d'une voie ferrée qui n'avait plus vu de train depuis une trentaine d'années, et filèrent sur une autre route cahoteuse. Au bout de celle-ci, il y avait un rond-point. Ils le contournèrent, prirent une petite route en face, et bifurquèrent sur un chemin qui s'enfonçait dans une végétation dense, dans laquelle ils se cachèrent. Ils avaient éteint leur moteur, et écoutaient à l'affût. « On les a semés, je crois. »« Putain, fais chier !» s'emporta Thomas en sourdine. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Abdel. Rick regardait sur sa tablette, une image satellite de leur emplacement. Il zooma sur un point situé non loin d'eux. « Regardez !» les invita-t-il. « Il y a comme les contours d'un bâtiment par là. On pourrait aller voir. Au pire, si on n'y trouve rien, on pourra toujours s'en servir comme refuge pour la nuit, et demain on verra ce qu'on fait. » Thomas et Abdel furent d'accord, et ils s'enfoncèrent un peu plus loin, en direction du supposé bâtiment. Ils découvrirent une vieille bâtisse de 2 étages, recouverte entièrement de lierre. Sans la vue satellite et la perspicacité de Rick, ils auraient pu passer devant sans la voir. La porte était bloquée, les fenêtres étaient toutes fermées par des volets et maintenues ainsi par le lierre. Mais à l'une des fenêtres du premier étage, l'un des volets s'était dégondé, et ne semblait tenir en place que par l'entrelacs du lierre. « On pourrait essayer de passer par là ?» proposa Thomas. « Le lierre paraît solide,
Il supportera aisément notre poids. Abdel ne semblait pas super chaud à l'idée de grimper à 5 mètres de haut, simplement accroché à du lierre. Il avait toujours été sujet au vertige. Un vertige léger, mais suffisant pour lui faire fermer les yeux quand il montait à la première terrasse de Lunar City par les ascenseurs. Thomas le rassura. « Je monte voir si ça vaut le coup. Si c'est ok, je t'aiderai à monter. » « Non mais ça va, t'inquiète !» répondit Abdel, la fierté piquée au vif. « C'est rien du tout pour moi, ça, je t'en monte 10 des étages comme ça. Ah, ouais. » Il avait employé un ton qui se voulait plein d'assurance. Mais Rick et Thomas ne furent pas dupes. Thomas testa le lierre. Il était bien ancré à la paroi. Et monta. En 2 minutes, il fut à la fenêtre. D'une main, il poussa le volet dégondé, s'accrocha au rebord de la fenêtre, et, celle-ci étant peut-être cassée ou ouverte, disparut dans l'ouverture. Rick et Abdel attendirent en bas, la tête levée, de voir réapparaître leur ami. Mais les minutes passaient, et Thomas ne réapparaissait pas. Ils se jetèrent des regards interrogateurs, fixèrent de nouveau l'ouverture par laquelle Thomas avait disparu. Rien. « Qu'est-ce qu'il fiche, bon sang ?» s'inquiéta Rick. Abdel prit une grande inspiration et s'avança vers le lierre. « Je monte voir !» dit-il avec fermeté. Abdel était comme ça, capable des plus grands sacrifices pour ses amis. Il ravala sa peur et monta. Rick le suivit. Quand ils passèrent par l'ouverture, ils comprirent pourquoi Thomas n'était pas revenu les voir. Celui-ci se trouvait au beau milieu de la pièce dans laquelle Abdel et Rick venaient de prendre pied. Quand il les entendit dans son dos, il se retourna vers eux, le visage incrédule. Cette même expression s'affichait sur le visage de ses 2 amis. La pièce dans laquelle ils se trouvaient était lumineuse, alors que de dehors tout semblait sombre à l'intérieur. Mais en plus, la pièce et l'ensemble de la maison semblaient neuves, comme si des ouvriers, maçons, peintres, plombiers avaient fini de la construire la veille. De dehors, on aurait dit une maison sur le point de s'écrouler, lieu de prédilection de squatteurs et d'adeptes d'urbex. Mais là, c'était tout le contraire. C'était incompréhensible. « C'est quoi cet endroit ?» finit par demander Abdel. « J'en sais rien. C'est vraiment bizarre, » répondit Thomas. Rick, lui, ne dit rien. Il était songeur. Quelque chose se passait dans sa tête. « Rick » l'appela Thomas. « Rick » Leur ami retourna son attention vers eux. « À quoi tu penses ?»« Aux portes au loin. Arrête avec tes... Non, 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 non. » l'interrompit-il. « Je ne dis pas n'importe quoi. Je sens quelque chose. Je sens que ça a à voir avec la légende. Je saurais pas dire pourquoi, mais je le sens. » Maintenant que Rick en parlait, effectivement, il sentait quelque chose. Une aura, une vibration, comme un appel sourd qui émanait de la maison et se propageait par leurs pieds, traversait leur moelle épinière et venait stimuler une partie de leur cerveau, jusque-là silencieuse. « Je le sens aussi », avoua Thomas, qui pourtant était le plus terre-à-terre du groupe. Abdel hocha de la tête pour acquiescer. Tous les deux commençaient à croire que Rick avait peut-être raison. Du moins lui laissait-il le bénéfice du doute, car il ne pouvait nier cette étrange sensation qui maintenant les habitait. Un déclic se fit entendre, et la porte de la pièce, qui était fermée, et que Thomas n'avait pas réussi à ouvrir lorsqu'il avait essayé avant que ses amis ne montent, s'entr'ouvrit. Comme si leur ouverture d'esprit en avait déclenché le mécanisme. Ils s'avancèrent vers celle-ci. Gravé au-dessus de la poignée, ils virent inscrit « L'œil ne voit que ce que l'esprit est prêt à comprendre. » Henri Bergson. Thomas aurait juré que cette inscription n'y était pas avant que la porte ne s'ouvre. Ils se retrouvèrent dans un long couloir qui semblait être bien plus long que la maison, vue de l'extérieur. Encore une étrangeté. Sur les murs de chaque côté étaient accrochées des armes, couteaux, épées, lances, fléaux d'armes, arcs, arbalètes, mousquets, pistolets, fusils automatiques. Les 3 garçons ne disaient pas un mot.
Ils avançaient dans ce couloir cerné par toutes ces armes qui avaient permis à l'espèce humaine de se hisser au sommet de la chaîne alimentaire, mais aussi de s'entretuer. À mi-chemin vers la seule autre porte que comptait ce couloir, à l'opposé de celle par laquelle ils étaient arrivés, se trouvait un élargissement de celui-ci. Cet élargissement creusait les murs en un large arrondi de chaque côté. Quand ils s'en approchèrent, une forme sombre s'en détacha. C'était un être humanoïde, de petite taille, au faciès repoussant. Les trois amis se stoppèrent net, surpris et sur la défensive. L'être étrange fit de même. Thomas avait à portée de main une épée. Si ce monstre les attaquait, il s'en emparerait pour se défendre. Abdel avait eu la même pensée, mais lui venait de prendre en main un pistolet. Le monstre montra les dents. Thomas mit la main sur l'épée. Le monstre commença à grogner, et ils virent ses yeux s'injecter de sang. Abdel passa devant Rick, et mit en joue le monstre humanoïde. « Recule !» lui ordonna-t-il en le menaçant de son arme. L'être grogna des paroles incompréhensibles. Rick sentait qu'à tout moment il pouvait se passer quelque chose d'horrible. Il mit la main sur l'épaule d'Abdel. « Baisse ton arme !» lui demanda-t-il. « Baisse ton arme !» répéta-t-il avec fermeté mais douceur. Abdel recula et baissa l'arme. L'être sembla se calmer un peu. « Remets-la où tu l'as prise !» lui ordonna-t-il toujours sur ce même ton qui se voulait apaisant. Abdel s'exécuta et l'humanoïde s'apaisa encore un peu. « Thomas !» l'appela Rick. « Oui, j'ai compris », dit-il en reposant l'épée. Rick s'avança d'un pas. « Bonjour. Veuillez nous excuser, on ne voulait pas vous faire peur. Nous cherchons juste... » Il eut un temps d'arrêt. Puis, pris d'une intuition, continua. « Le porte au loin. » L'être, au visage hideux, se calma complètement, et à leur grande surprise, afficha un large sourire qui illumina son visage, le rendant presque beau. Dans ce langage qui était le sien et avec des grands gestes, il les invita à le suivre. Ils le suivirent jusqu'à la porte au bout du couloir. L'être sortit une clé de sa poche, l'inséra dans la serrure, ouvrit, et s'effaça pour les laisser passer. « Merci », dit Rick. Au passage, ils remarquèrent que sur la porte était inscrit « La violence est aussi inefficace qu'immorale. Elle engendre un cycle infernal conduisant à l'anéantissement général. » Martin Luther King. Ils se trouvaient maintenant dans un bureau-bibliothèque. Les deux murs, à leur droite et à leur gauche, supportaient de grands meubles bardés d'étagères, lesquels étaient remplis de livres. La porte qui avait été refermée et la fenêtre au volet clos étaient flanquées de part et d'autre de bibliothèques plus petites, mais tout aussi remplies de livres. « Vous avez compris ce qui se passe ?» leur demanda Rick avec le ton de celui qui savait. « Non, pas vraiment, » dit Abdel. Thomas sourit. « C'est un test. »« Ouais, ça m'en a tout l'air. »« Un test, pourquoi ?»« Pour le porte au loin, » répondit Rick. « Cette maison n'est pas normale. Les deux portes que nous avons franchies portaient des citations qui correspondaient à la situation que nous étions en train de vivre. C'est comme si nous étions dans un autre monde, » supputa Thomas. « Oui, enfin, si j'étais superstitieux, je dirais qu'il y a de la magie là-dessous. »« Mais je suis superstitieux !» dit Abdel, pas très rassuré. Ce que Rick veut dire, c'est que cela nous dépasse, et que quand ça te dépasse, tu inventes n'importe quoi pour trouver une explication, c'est tout. Rick avait fait le tour du bureau en bois qui trônait au milieu de la pièce. « Venez voir !» Abdel et Thomas s'approchèrent. Rick leur montrait le seul livre posé sur le bureau. Harry Potter et la coupe de feu. C'est dans ce livre qu'apparaissent pour la première fois les portes au loin. Je crois que c'est plus qu'une coïncidence, non ? Puis il leur montra autre chose. Au centre du plateau était gravée une autre citation, ou peut-être une énigme. Rick la lut à haute voix. « L'homme montre si peu de respect pour son espèce qu'on est parfois en droit de se demander si un robot ne présenterait pas plus d'humanité. » Ok. Et on est censé faire quoi avec ça ? Ça me paraît évident. Il faut trouver le bon livre.
Dans tout ça? Mais on va y passer notre vie entière. Peut-être pas. La première porte faisait appel à notre ouverture d'esprit. La seconde à l'intelligence plutôt que la violence. Et là, c'est d'humanité qu'il est question. Un robot plein d'humanité. Je sais pas si je vois juste, mais ça me fait penser à l'homme bicentenaire d'Isaac Asimov. Rick, là-dessus, on te fait entièrement confiance. Y a plus qu'à chercher. Pendant ce temps, un véhicule venait de s'arrêter à côté des buggy que Rick et Abdel n'avaient pas eu le temps de camoufler. « C'est leur buggy, ça !» dit le chef des nébuleux. Son acolyte, un grand ado musculeux et boutonneux, descendit pour vérifier les alentours. « Ouais, ça m'en a tout l'air. Je crois bien qu'ils sont là-dedans. » dit-il en désignant la maison recouverte de lierre. « Ils ont dû rentrer par là-haut. » dit le chef en désignant la fenêtre au volet dégondé. « Bien. Et je crois qu'on va bien s'amuser. » Les trois amis passaient en revue chaque livre de chaque étagère. Ils étaient incapables de dire depuis combien de temps ils étaient là. Leurs yeux les brûlaient de fatigue à trop chercher. Soudain, Abdel s'écria. « Je l'ai !» Il tira dessus pour l'extraire. Et alors un mécanisme se déclencha, et la bibliothèque s'enfonça dans le mur, révélant dans le sol un escalier qui descendait dans le noir. Au bas de l'escalier, ils découvrirent une vaste pièce circulaire, sans aucun autre passage. Au milieu de celle-ci, reposait sur une table en pierre un casque de réalité virtuelle. Rick sentit son cœur battre dans sa poitrine. « La porte au loin !» souffla-t-il avec exaltation. Il le prit délicatement entre ses mains. Ce moment était le plus important de sa vie. Des milliers de personnes avaient convoité cet objet. Certaines y avaient englouti leur fortune, s'y étaient aventurées, y avaient tout perdu, jusqu'à leur vie même parfois. Cet objet de légende, cette chimère prenait forme. Tout était vrai. Il questionna silencieusement ses amis, qui lui firent signe de continuer. Il ajusta le casque sur son visage et l'alluma. Rien ne se passa, puis un point clignotant, et enfin l'écran s'éclaira. Il était en mode environnement. Il voyait à travers l'écran du casque Thomas et Abdel, la table de pierre sur laquelle il avait pris le casque, et en relevant la tête, il vit des symboles lumineux sur le mur. Il s'en approcha et en toucha un. Les symboles étaient gravés dans la pierre. Seul Rick voyait leur couleur à travers le casque. Le symbole qu'il toucha prit brièvement une teinte jaune que Thomas et Abdel purent voir, puis il redevint couleur pierre. « Qu'est-ce que tu as fait ?» l'interrogea Thomas. « Vous voyez les symboles sur le mur ?» Ils acquiescèrent. « Je les vois briller de différentes couleurs avec le casque. »« Celui que tu as touché est devenu jaune, puis s'est éteint, » dit Abdel. « Ouais, je crois qu'il faut les toucher dans un certain ordre. » réfléchit Rick. « Quelles sont les couleurs que tu vois ?» demanda Thomas. « Violet, vert, bleu, rouge, jaune et orange. »« Mais ce sont les couleurs qui composent la lumière ?» s'exclama Thomas. « La lumière ?»« Oui !» affirma Rick. « Les couleurs de l'arc-en-ciel. Celles qui apparaissent lorsque la lumière traverse les gouttes d'eau dans l'air, comme à travers un prisme. La lumière se trouve décomposée. » Tout en parlant, Rick touchait les symboles dans l'ordre chromatique. Violet, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Quand il eut allumé le dernier symbole, leur intensité augmenta jusqu'à envelopper toute la pièce d'une lumière blanche qui les obligea à fermer les yeux, même Rick. Quand ils les rouvrirent, il y avait à l'emplacement des symboles un passage qui s'enfonçait à travers le mur. Il semblait s'enfoncer loin à l'infini, dans une succession de cercles lumineux de plus en plus petits, comme si ce passage franchissait des milliers de kilomètres. Tout au bout, il leur semblait distinguer un paysage verdoyant aux couleurs vives, tel qu'ils n'en avaient jamais connu. Hypnotisés par ce phénomène incompréhensible, et parce que cette pièce, de par sa forme et son emplacement, les avait coupés du monde extérieur, ils n'entendirent pas les détonations quand les deux nébuleux tuèrent l'être humanoïde qui leur avait ouvert la porte.
ils ne les entendirent pas non plus descendre l'escalier. Tournant le dos à celui-ci, ils sursautèrent quand le chef des nébuleux siffla d'admiration devant ce passage à travers le mur. « Bah mes salauds, qu'est-ce que vous avez trouvé là ?» Ils se retournèrent surpris. Les deux nébuleux les tenaient en joue avec les armes qu'ils avaient prises sur les murs du couloir. Le regard du chef se posa sur Rick, qui portait toujours le casque. Ses sourcils se froncèrent alors qu'il s'interrogeait, et que soudain, il comprit. « Putain les mecs, me dites pas que vous avez trouvé le porte au loin. Il semblait soudain atteint par la fièvre du chercheur d'or. Il s'avança vers le mur tout en pointant son arme sur eux. L'autre se tenait toujours au pied de l'escalier, et braquait lui aussi son arme sur les trois amis. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda le chef. « Un passage ?» Il se tourna vers Rick, et tendit la main vers le casque pour le lui arracher, mais se ravisa. « Tu l'as ouvert avec ce casque ?» Ne sachant comment cela fonctionnait, il ne voulait pas, par un geste malencontreux, refermer ce qu'il avait sous les yeux. Les trois garçons, tendus, ne parlaient pas, ne répondaient pas aux questions du nébuleux. Celui-ci, de toute façon, n'attendait pas de réponse. Ses yeux brillaient d'une démence joyeuse. Il ne fallait pas être devin pour savoir ce qui se passait dans sa tête. Gloire, fortune, puissance devaient se bousculer dans son esprit. Il ne servait à rien de parler à une personne emportée par cette fièvre. « Toi !» ordonna-t-il à Abdel. « Traverse !» Le garçon, peu rassuré, regarda tour à tour Rick et Thomas. Il n'avait pas le choix. Il s'avança à l'entrée du passage. « Traverse !» ordonna avec force le chef des nébuleux. Abdel fixa le paysage au bout qui n'était qu'un point pas plus gros que l'ongle de son pouce, puis s'engagea. Son corps, aux yeux de tous, parut se démultiplier à l'infini en couches successives, jusqu'à atteindre le bout du passage et disparaître. Pour Abdel, ce fut instantané. Il s'était retrouvé en un millième de seconde de l'autre côté. Ce qu'il voyait était tout bonnement magnifique. Un paysage de rêve. Il y avait des arbres comme il n'en avait jamais vu. Leur feuillage était d'un vert éclatant, tout comme l'herbe tout autour de lui. Des oiseaux au plumage fait de rouge vif, de bleu turquoise, de noir de jais, volaient dans un ciel qui oscillait entre le bleu et le violet. Il fut tiré de sa contemplation par l'arrivée du chef des nébuleux en compagnie de Rick, suivi de Thomas, puis enfin de l'autre nébuleux plus jeune. Le passage se referma. Tout le monde était bouche bée devant le spectacle qui s'offrait à eux, sauf le chef, qui n'avait que faire de ce paysage. « Bon, il est où le trésor ?» « Quel trésor ?» demanda Rick qui avait ôté le casque de sa tête. « Vous foutez pas de moi !» dit-il avec hargne, en les menaçant de son arme. « Vous savez très bien de quoi je parle !» « Je vous assure que non !» tenta de le calmer Thomas. « On ne savait même pas que ce passage existait. »« Ta gueule ! Et si je te tirais dessus pour te délier la langue ? Hein ? Ha ha !» Il visa Thomas. Celui-ci leva les mains en signe de paix. « Non mais, je vous jure, on ment pas !» Le doigt du nébuleux effleura la gâchette. Et alors, l'herbe tout autour de lui vira du vert vif au noir abyssal. Des lianes jaillirent du sol et s'enroulèrent autour de ses jambes, emprisonnèrent ses bras le long de son torse, sans qu'il n'ait le temps de bouger le moindre petit doigt. Lentement maintenant, il s'enfonçait dans le sol, comme dans une mare de pétrole. Les lianes s'enroulaient autour de sa tête, de sa bouche, avant qu'il ne disparaisse complètement, englouti dans cette flaque sombre. Son œil, seule partie de son corps encore visible, brillait d'une terreur incommensurable. Puis le sol l'engloutit complètement, et l'herbe redevint verte. Ce fut comme si le chef des nébuleux n'avait jamais existé. Personne n'osait bouger maintenant. Ils observaient tous l'endroit où ils se tenaient, frémissaient quand une ombre apparaissait sur le sol, que ce soit celle d'un oiseau ou d'un nuage. Une voix alors leur parla, et un homme se matérialisa devant eux. « N'ayez crainte. Ce monde réagit à votre comportement. Si vous êtes bon, il sera bon avec vous. Si vous êtes mal intentionné, eh bien,
Vous savez ce qui vient d'arriver. » Le dernier membre des nébuleux lança au loin l'arme qu'il tenait encore en main, tout en jetant des regards inquiets autour de ses pieds. L'homme qui s'était matérialisé le jaugea d'un air impassible. « Que préfères-tu » lui demanda-t-il. « Un monde de paix ou un monde de chaos ?» Le jeune homme n'en menait pas large. Un monde de paix, un monde de paix !» bafouilla-t-il. Alors, pourquoi avoir fait le contraire? Si c'était à refaire, choisirais-tu le respect et l'intelligence ou la violence égoïste? Le respect, le respect !» L'homme le jaugea encore une fois, comme s'il sondait son âme. Puis, les regardant tour à tour, se présenta. « Je me nomme Ernest de Lamarre. Et vous vous trouvez sur une planète qui se trouve à des années-lumière de la Terre. J'en ai découvert le passage par hasard en faisant des expériences sur la structure fine alpha au travers de mon casque virtuel. » dit-il en indiquant celui que tenait Rick. « Vous êtes le créateur du porte au loin ?» demanda incrédule Rick. « Il est dit que vous aviez 42 ans à cette époque. » C'est exact. « Mais vous... » L'homme ne semblait pas avoir vieilli. Au contraire même. Rick lui donnait 30 ans, pas plus. Les yeux d'Ernest de Lamarre s'attardèrent sur le visage interrogateur de Rick. « Vous êtes arrivé jusqu'ici et je vous dois donc la vérité. À l'époque, je travaillais sur l'étude de l'état de la matière. J'étais parti du postulat que la lumière, selon sa fréquence, pouvait traverser différents matériaux, et qu'au moment où elle le traversait, elle existait sur 2 plans de réalité différents. La capacité de ce casque virtuel me permit de simuler mes expériences. Je travaillais en virtuel et en réel en même temps. La compréhension de la structure fine alpha était la clé, j'en étais persuadé. Je devais avoir raison. Car, par hasard, ma dernière expérience créa un vortex qui m'engloutit. Lorsque je revenais à moi, j'étais dans ce même paysage. Je ne le savais pas encore, mais je venais de franchir plusieurs plans d'existence pour arriver, comme par un trou de verre, sur une planète située à quelques 8 années-lumière de la Terre. Des êtres m'apparurent. Leur forme était changeante, parfois tangible, parfois évanescente. Ils existaient sur plusieurs plans en même temps. Leur évolution et leur technologie en étaient la raison. Ils furent extrêmement étonnés et aussi très inquiets de voir un humain de la Terre débarquer par un portail sur leur monde. Ils nous connaissaient, nous avaient étudiés et continuaient de garder un œil sur nous de temps en temps. Mais jamais, au grand jamais, ils ne se montrèrent à nous, ni ne communiquèrent avec nous de quelque façon que ce soit. Peut-être au tout début de l'émergence de notre espèce, eurent-ils quelques gestes de curiosité bienveillante à notre endroit. Mais malgré notre potentiel, notre intelligence, notre amour, nous n'avons jamais su nous départir de la violence qui est en nous. Nous sommes des barbares, des êtres primitifs, une espèce qui tue, souille, pollue, détruit, qui ne rêve que de pouvoir, de puissance, et qui n'a que faire de sa propre espèce. Depuis que nous existons, pas une seule fois le monde entier n'a connu la paix. Il y a toujours eu quelque part sur le globe des peuples, des pays qui s'opposaient et se faisaient la guerre. Nous tuons nos congénères. Nous sommes des terriens et nous nous entretuons sans répit. Alors comment envisager notre comportement envers les autres formes de vie de par l'univers? Ces formes de vie intelligentes qui ont connaissance de notre existence se méfient de nous à juste titre. Ils craignent qu'un jour nous puissions répandre notre mépris de la vie au-delà de notre planète. Notre histoire, nos avancées scientifiques et philosophiques auraient déjà dû nous permettre d'évoluer et d'embrasser le chemin d'une nouvelle destinée, d'abandonner la violence au profit de l'intelligence. Quand je leur expliquais que j'avais ouvert ce passage par hasard et que je n'avais aucune idée de la manière dont j'avais réalisé ce prodige, ils s'apaisèrent quelque peu, mais n'en continuèrent pas moins de se méfier de moi, de nous. Car notre intelligence, qui était source d'émerveillement au départ,
est maintenant source d'inquiétude. Je comprenais ce qu'il me disait. J'étais un humaniste, un amoureux de la vie, un non-violent. J'ai toujours préféré la réflexion avant l'action, l'ouverture d'esprit aux stéréotypes réducteurs, l'amour à la haine. L'ont-ils senti? L'un d'eux leva les mains, et le silence entre eux se fit. Ces êtres, bien plus évolués que nous, vivant sur plusieurs plans, avaient la possibilité de voir dans le futur. Celui qui avait levé les mains m'avertit que mon monde, la Terre, allait connaître un très grand cataclysme. Une guerre d'une ampleur jamais atteinte allait éclater. Je leur demandai alors de faire quelque chose pour nous aider. Ma requête les bouleversa. Ces êtres étaient foncièrement empathiques. Pour eux, les plus forts devaient protéger les plus faibles. C'était dans leur nature. Sur tous les plans, ils étaient bien plus évolués, bien plus forts que nous. Alors ils devaient nous aider, bien sûr. Mais la menace que nous représentions était bien réelle. Comprenez que nous étions aux prémices d'une véritable conquête spatiale. Si nous arrivions dans le futur à aller plus loin que notre propre système solaire, nous risquions de propager notre haine et nos guerres sur des mondes qui avaient évolué bien au-delà de ce que nous étions capables, grâce à l'entraide et la paix. S'ils nous aidaient, ils risquaient de permettre aux loups de faire un pas dans la bergerie. Cependant, après un long conciliabule, ils acceptèrent de m'aider, de nous aider. Ils enverraient un vaisseau. Celui-ci mettrait 50 ans à arriver. 50 ans pour parcourir plus de 8 années-lumière. Mais il arriverait bien après la guerre. Cette guerre que vous connaissez puisque vous êtes né après elle. Quand le vaisseau arriva, il ne restait qu'une poignée d'êtres humains. Plus de 90% de la population mondiale avait été tuée. Alors, ils plongèrent l'ensemble des terriens dans un coma profond et les emmenèrent dans le grand vaisseau. Là, ils vous mirent tous dans des capsules de stase éternelle, des sortes de capsules cryogéniques, mais d'une technologie différente. La conscience de chaque survivant et survivante fut extraite et placée dans un gigantesque ordinateur. Un monde virtuel d'après-guerre fut créé pour vous permettre d'y évoluer, d'y grandir et de peut-être changer. Un monde virtuel? Demanda Rick. Oui. Vous voulez dire que nous ne vivons pas réellement sur la Terre? Non. Vos vies sont une simulation. Vous êtes en ce moment dans cet état de stase éternelle, dans ce vaisseau qui est venu pour nous aider et qui orbite autour de la Terre. Pour nous aider? S'emporta Thomas. Ils nous ont emprisonnés. C'est ça, nous aider? Oui, on peut le voir comme cela. Mais comprenez que nous sommes une menace pour eux et les autres formes de vie qui existent au-delà de la Terre. C'était pour eux le seul moyen de nous venir en aide sans risque et de vous permettre d'évoluer dans le bon sens. C'est en partie ma faute. Je le leur ai demandé. Ils ont accepté. De nous permettre d'évoluer? Je comprends pas. Vous êtes enfermés dans une boucle temporelle qui s'étend sur 200 ans environ. Chaque boucle est censée rendre l'espèce humaine meilleure, car à chaque réinitialisation de la boucle temporelle, les humains qui ont été sur la bonne voie conservent une sorte de mémoire génétique de cela. Petit à petit, réinitialisation après réinitialisation. Vous êtes censé apprendre à dépasser votre appétence pour la violence. En vous permettant d'expérimenter, de réussir ou d'échouer dans un univers virtuel, ils se prémunissent de nous. Lorsque virtuellement vous aurez réussi à changer de société, de mode de fonctionnement, et de prévaloir en toutes circonstances l'intelligence à la violence, alors ils nous renverront sur Terre pour que vous construisiez pour de vrai cette nouvelle civilisation terrienne. Mais, et vous dans tout cela? Vous avez dû le deviner. Je ne suis jamais retourné sur Terre. Je fais partie de ce vaisseau. Je suis l'intelligence artificielle qui régit la boucle temporelle. J'ai créé la légende du Porte-au-Loin dans cette boucle, ainsi que la maison, tout ce qui s'y trouve, et bien sûr, cet endroit dans lequel vous vous trouvez,
et qu'il est la réplique exacte de leur planète. Ce fut la seule requête à laquelle ils voulurent bien concéder. Grâce à cela, je peux réduire le délai de la boucle temporelle et relancer une réinitialisation avant les 200 ans. Chaque boucle voit émerger un peu plus de personnes capables de changer l'espèce humaine. Mais ce n'est pas suffisant. J'ai peur que cela prenne des siècles et des siècles. Pour le vaisseau, ce n'est pas un problème. Il est capable de s'auto-réparer et sa durée de vie est quasi infinie. Si la Terre venait à ne plus être habitable ou disparaître, alors le vaisseau s'en irait vers d'autres planètes similaires. Il en existe un nombre incroyable. Mais la Terre est notre patrie. Et je souhaite que l'espèce humaine reprenne son destin en main sur sa planète d'origine. La légende du porte au loin sert à réduire ce temps, à accélérer votre évolution. Il y a eu combien de boucles? Demanda Abdel. Vous pensez être en 2075? Mais nous sommes en 3297. Vous avez du potentiel. Vous renaîtrez avec un savoir unique en vous. Puissiez-vous vous unir pour faire de notre espèce une espèce meilleure, une espèce où l'intelligence aura pris le pas sur la violence. Puissions-nous réussir cette fois. Ordinateur, réinitialisation. Dans le vide stellaire, un vaisseau tournait inlassablement autour de la Terre. À son bord, 5 millions de terriens en état de stase éternelle. Les derniers représentants de leur espèce. 5 millions. Sur les 10 milliards qui existaient avant la guerre. Leur conscience était connectée à un ordinateur qui attendait qu'enfin, ils atteignent l'âge de la raison.